68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce Ah, billet, il y a si des vous gens qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et écouté des les gens riffs, qui ça disent non, faut pas mettre merci de pour tiret. ce sérum de Vous êtes les qualité. bienvenus Bonjour, à merci, monter sur hein, stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne ton Bonjour, idée c'est au bon Magali, moment. ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. 88e épisode du pod.club sur Clubhouse. On se retrouve toujours tous les mercredis à 13h depuis maintenant plus d'un an. Et vous pouvez réécouter ces rooms si vous le désirez sur Clubhouse. Et aussi, bien entendu, sur notre site lepod.fr/podcast avec un S. Et vous retrouvez l'ensemble des épisodes que nous avons partagés ensemble avec tous ceux qui nous suivent régulièrement le mercredi. Et je le disais juste avant de démarrer cet épisode, la semaine dernière, on a parlé d'Apple Podcast, qui est une plateforme que certains aiment, que certains il y a même eu j'ai vu après des commentaires du billet de ton billet Frédéric sur LinkedIn et donc les échanges ont continué après sur Apple Podcast qui fait quand même pas mal parler d'elle et qui en même temps est une plateforme qui n'a pas forcément évolué. Donc on va aller sur le sujet aujourd'hui sur Google Podcast. D'abord, un petit tour de alors Raphaël qui était là la semaine dernière, qui a apporté beaucoup de trucs très intéressants. On s'est dit que ça serait bien de le faire monter pour parler aussi de Google Podcast. Et puis Julien Badoil qui est avec nous. Et on a, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait un petit concours pour faire gagner un accompagnement et un casque Shure. Eh bien, on a eu un vainqueur. Il est pas là, donc on va attendre qu'il vienne. Je pense qu'il va venir un peu plus tard. Et dès qu'il vient, on lui dira qu'il a gagné. C'est Zuber qui a gagné l'accompagnement de Julien et le casque qu'il, j'espère, viendra chercher au Paris Radio Show le 2 ou le 3 juin. On attaque Raphaël, Julien, Frédéric. Peut-être Frédéric d'abord. Google Podcast, t'en penses quoi, toi ? Alors moi, j'ai pas fait de billet aujourd'hui, je vais être franc avec vous, c'est pas par manque de temps pour une fois, parce que c'est quand même relativement chronophage de gratter des billets ou de créer de l'idée. C'est uniquement parce que moi, je suis utilisateur d'iOS depuis de très nombreuses années et que je dois vous avouer que je n'ai jamais, mais alors pas une seule fois, été sur Google Podcast. Je ne sais même pas à quoi ressemble l'interface et à quoi ça sert. Enfin, bon, vous avez compris que j'ai compris de mon côté que c'était un peu la même chose que Apple Podcast. Mais je ne m'en suis jamais servi. On a produit des podcasts et ils se mettent en ligne de façon automatique sur cette plateforme-là. Et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de recul, moi je ne veux pas m'avancer sur Google Podcast parce que je ne le connais pas, parce que je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais même pas quelles sont les différences entre Apple Podcast et Google Podcast. Voilà, ça explique mon l'absence de billets aujourd'hui. Et alors, ne venez pas me poser 2 ou 3 questions sur cette plateforme-là, parce que non mais franchement, Philippe, je ne préfère pas parce que... Ouais, mais tu te rends pas compte, mais tu t'en sers. C'est-à-dire qu'Apple Podcast, c'est au-delà de la simple application qu'on peut avoir sur son téléphone et qu'on va télécharger comme Apple Podcast. Parce que Google Podcast, pour moi, ça va bien au-delà et on va donner aussi la parole à Raphaël et Julien pour voir quels sont leurs avis là-dessus. Pour moi, Google Podcast, ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est aussi Monsieur Google et comment Monsieur Google référence les podcasts grâce à Apple Podcast. Parce que c'est ça qui est pour moi l'atout majeur de Google Podcast, c'est le fait que depuis très peu de temps, et là, j'ai vu même qu'avant, on était obligé de taper podcast après son mot-clé. C'est-à-dire quand on mettait... mais maintenant, il y a même des podcasts qui peuvent ressortir sans forcément avoir mis le mot podcast dans le moteur de recherche. Puisque le moteur de recherche de Google Podcast intègre nativement, dès que l'on met, je sais pas, on va mettre violet podcast sur Google Podcast et on va avoir les épisodes, s'ils sont disponibles sur Apple Podcast, on va les avoir et on peut cliquer tout de suite sur play dans le moteur de recherche. Donc
Donc en fait, Google Podcast va bien au-delà. Mais je vais laisser Raphaël et Julien donner leur vision. Et puis si vous voulez monter aussi dans la room, vous êtes les bienvenus à tous monter pour donner votre avis. Et comment vous utilisez, vous, en tant que podcasteur, Google Podcast. Raphaël. Bonjour tout le monde, bonjour Frédéric, bonjour Julien. Mon utilisation est pile poil à la frontière de vous deux, Frédéric et Philippe. C'est-à-dire que je suis un utilisateur iOS, donc en termes d'application pure et dure, j'utilise pas Google Podcast au quotidien. Maintenant, je te rejoins Philippe. Dans Google Podcast, il y a Google, soit les maîtres du monde du Internet, et on peut difficilement faire sans Google quoi qu'on pense de cette société, si on peut encore appeler ça une société. Donc effectivement, il y a énormément d'acteurs du podcast. Je pense à plein de plateformes comme Castbox, Podcaster, etc., qui n'utilisent pas nécessairement ton flux RSS si tu l'as pas référencé, mais qui viennent s'approvisionner chez Google, sur Google Podcast. Et en fait, la plupart des hébergeurs de podcast, ils te font mettre ton RSS, donc ton lien qui permet à tout le monde d'écouter ton podcast, ils te le font mettre manuellement chez Apple, chez Deezer, chez Spotify, chez Amazon, puis chez Google, parce que quand tu le mets chez Google, tu te retrouves chez plein d'autres agrégateurs, je sais pas trop comment appeler ça. Ouais, c'est ça, c'est des agrégateurs. Voilà. Et tu as raison, et dans toutes les plateformes. Ouais. Voilà, qui se nourrissent chez Google. Donc, aujourd'hui, moi, mon utilisation de Google, elle est principalement dans une réflexion de référencement, dans une réflexion d'essayer d'être dans le plus d'endroits possible. C'est pas la plateforme la plus souple. C'est pas alors je parle de la partie navigateur web. Je parle pas de quand tu installes l'application sur un smartphone quel qu'il soit. Je parle vraiment de quand tu tapes dans ton navigateur Google Podcast. Je trouve pas l'interface hyper simple. Je trouve pas que l'acceptation, la validation de ton RSS, déjà, elle n'est pas immédiate. Ensuite, quand tu crées vraiment le podcast de toutes pièces, ça vient pas du tout, c'est pas super instinctif et c'est pas super immédiat. Il y a même parfois des petits blocages où tu commences à tourner dans la roue infernale de Google qui te renvoie à sa notice, à ses aides, et où tu comprends toujours pas quel est le problème. Mais quand c'est absorbé et quand ça y est, tu as réussi à te faire référencer sur Google, alors après, ça va tout seul. Et effectivement, tu vois ton podcast fleurir sur tout un tas d'autres prestataires de agrégateurs de podcasts. Ça représente pas en termes d'écoute quelque chose de colossal. Je pense que la plupart de ces agrégateurs fonctionnent peut-être plus aux États-Unis. En tout cas, moi, modestement, sur les 4 podcasts que je gère, j'ai pas une présence du diable de ces agrégateurs. Un petit peu TuneIn, mais bon, voilà, guère plus. Mais en tout cas, en termes de référencement, tu as raison. Je sors beaucoup mieux sur Google, le moteur de recherche, avec les podcasts qui sont référencés chez eux qu'avec ceux qui ne l'étaient pas. Ouais, et ça, d'ailleurs, Fred, si tu veux tester tu mets Opidum Podcast, et tu vas comprendre l'intérêt, en fait, d'aller sur Apple Podcast et d'utiliser cette plateforme, puisque on a tout de suite les podcasts qui apparaissent. Si on met pas podcast, Opidum est un mot qui est déjà référencé autrement, mais par contre, tu mets Opidum Podcast, immédiatement, tu tombes sur ton podcast. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, par l'histoire du Bas-Limousin, mais je suppose que vous ne l'êtes pas forcément tous, eh bien, vous pouvez aller écouter Opidum Podcast. Ça, c'est pratique. C'est Frédéric. C'est Frédéric qui l'a réalisé, et c'est vraiment, c'est assez intéressant si vous vous intéressez à l'histoire. Mais je partage votre avis. C'est le deuxième effet qui se coule positif de Google Podcast. Je ne voyais pas les choses comme ça, mais effectivement, j'avais déjà vu dans les résultats de recherche qu'il y avait des podcasts qui s'affichaient depuis peu de temps, me semble-t-il, depuis quelques grosses semaines, on va dire. Effectivement, c'est une force colossale supplémentaire. Ouais, ça doit faire 6-8 mois, 6-8 mois qu'ils font ça à peu près, et c'est vrai que ça a changé même peut-être un an, parce que le temps passe vite, et c'est vrai que ça a changé pas mal la donne, et on retrouve immédiatement. Alors pour aller dans le sens de Raphaël, et après je te donnerai la parole, Zuber et Julien, parce que Zuber, on a un truc à t'annoncer, donc on va quand même te donner la parole. C'est que oui, les plateformes d'hébergement proposent en effet, si on est sur sur Google Podcast, en fait, on n'est pas obligé de se référencer chez Google Podcast. C'est-à-dire, dans la mesure où on existe chez un hébergeur,
Google va venir par lui-même directement se chercher, vous référencer et d'un seul coup vous allez apparaître, ça peut mettre 2-3 semaines, ça peut être assez long et ensuite une fois que vous êtes chez Google, eh bien il y a toute une ribambelle d'autres agrégateurs et parce qu'il en existe des centaines d'agrégateurs de flux RSS de podcasts qui vont venir se greffer et aller chercher les podcasts. Alors ça vous apporte pas des centaines de milliers d'auditeurs comme Raphaël dit, sauf quand on a un podcast qui est là depuis 5 ans, qui commence à faire beaucoup d'audience. Là, il y a un intérêt à être sur les plateformes pour cette découvrabilité et cette capacité à pouvoir vous trouver très facilement si vous avez bien sûr un nom comme Oppidum qui est suffisamment parlant et qui vous permet d'être bien trouvé, facilement trouvé sur n'importe quel moteur de recherche. Zuber, tu voulais réagir et je voulais, avant que tu réagisses, te féliciter. Alors, je sais que j'ai envoyé le message un peu tard. Non, c'était juste à temps, tu vois. Et on a fait un tirage au sort après quand même avec les participants. Et tu as gagné l'accompagnement. C'est pour ça que je te donne la parole avant Zuber, parce que comme ça Julien enchaînera pour que vous puissiez voir ensemble. Mais tu as gagné donc l'accompagnement de Julien. Et puis si tu viens au Paris Radio Show, j'aurai le plaisir de te remettre un casque Shure. Oh là là. Ouais, non mais carrément. Et même, tu sais quoi, en fait, Shure France et Shure Europe sera présent au salon le jeudi à 17h puisqu'on doit se voir. Donc si tu veux venir à ce moment-là à 17h au Paris Radio Show le jeudi 2 juin, eh bien je te remettrai avec Shure France et Shure Europe, on fera une photo, le casque que tu as gagné et puis Julien pourra venir aussi pour faire la photo avec nous pour l'accompagnement de Juno. Voilà. Ah ouais, non mais là c'est énorme quand même. Attention. C'est Noël avant l'heure, Zuber. Zuber, tes réactions là tout de suite à chaud, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Clairement, ça fait plaisir. Ouais. Je pense alors, j'avais envie de participer. J'ai mis une semaine à traîner et je pensais gagner, mais d'un côté, voilà. Ouais. Ça me fait super plaisir parce que ça va me permettre d'avoir un casque. J'en ai déjà un. Oui, mais t'as pas un Shure. Super bien. Non, J'ai un Sennheiser. Ah, quand même, ouais. Ouais, mais le Sennheiser c'est plus pour dehors et le Shure il sera pour la maison, donc c'est génial. C'est un Petit peu casque d'intérieur. Et l'accompagnement Et l'accompagnement, bah ouais, parce que j'ai toujours besoin d'avoir les retours comme je traite un sujet qui est hyper délicat. Là, je suis à Cannes pour essayer de vendre un documentaire sur mon sujet, donc c'est hyper difficile. Donc, comme c'est un sujet hyper délicat, avoir des points de vue différents, avoir un regard d'autres professionnels, c'est toujours intéressant. Ah bah super. Julien, alors Zuber peut-être réagir sur Google Podcast, on revient à notre sujet parce que sinon tout le monde va partir. Hein. Si c'est pour se congratuler, on n'est pas à Cannes là. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dans ces plateformes, Google Podcast et Apple Podcast, c'est cette sérendipité quand vous tapez un mot. J'ai tapé documentaire sur Apple Podcast, j'ai eu 1000 et 1000 propositions. J'ai fait la même chose sur Google, et c'est ça qui est intéressant. Vous n'avez plus besoin de taper des noms de podcasts. Vous pouvez juste taper des thèmes. Ah oui, toi tu vas chercher carrément tu tapes pas le nom du podcast, tu tapes une thématique. Ah ça j'ai jamais testé. Parce que clairement des fois on les connaît pas les podcasts, ils ont des noms comme ce qu'a fait Monsieur Bruno Latour. Bruno Latour, pardon, excuse-moi. Celle-là on ne l'a jamais faite, Bruno Latour. Ouais, mais alors, Zuber, tu vas te calmer dans ton élan parce que sur Google, je tape histoire, il n'y a rien qui sort en podcast. Ah. Alors, attendez, il faut savoir quelle version vous avez. Ouais, j'ai une version, je pense bien que c'est la dernière version. 2017. Non, parce que ce qui est marrant, c'est que moi j'ai deux Macs différents, donc deux OS différents, et j'ai pas les mêmes résultats. Ah bon? Sur Apple Podcast. Ah, donc tu veux dire que la dernière, t'es sur quoi? C'est sur quel OS que tu es où ça marche?
C'est sur Monterey, le dernier. Ah oui, Monterey. D'accord, bon là, oui. Monterey et Android 12. Vous voyez, Mhm. la version de l'Android que vous avez ou la version de l'OS que vous avez détermine du résultat. Après, là, j'ai pris conscience que j'étais pas sur les mots handicap. Donc, faudrait que je me dépêche un peu là-dessus. Mais voilà. Bon, Très bien. Les nickel. mots-clés sont importants. Cette sérendipité qu'on peut retrouver sur ces plateformes sont importantes. Voilà. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Est-ce que vous vous êtes déjà abonné sur vos comptes Apple Podcast ou Google Podcast? C'est que quand vous créez vos podcasts, à la base, vous n'êtes pas abonné à votre propre podcast. Oui, c'est vrai. Non, moi je me suis, oui, je me suis abonné. Est-ce que vous vous êtes abonné? En fait, le problème c'est qu'on est toujours les plus mal chaussés. Hein, on sait bien, Voilà. tous les podcasteurs qui sont dans la room le savent. C'est-à-dire qu'on va pas penser nous-mêmes à s'abonner forcément à toutes les plateformes, mais en effet, c'est la première chose qu'on doit faire quand on va sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme, c'est de s'abonner à son propre podcast pour déjà recevoir ceux d'après et être alerté et voir comment justement on est alerté quand on publie ces podcasts. Mais c'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'autres choses à gérer autour et qu'on ne pense pas forcément tout de suite immédiatement à ça. On va donner la parole à Julien pour avoir son avis un peu sur Apple Podcast, je vais y arriver, Google Podcast. Google. Ouais, Google Podcast, Julien. C'est quoi ton avis, ta vision de cette plateforme? Eh bien, avant toute chose, je voulais féliciter Zuber et je suis Merci. très en joie de découvrir tes projets et puis de pouvoir échanger avec toi. Donc, on se contactera en privé, mais merci, c'est cool en tout cas. Mais de rien. Et pour moi, je suis un peu comme Frédéric, hein, Google Podcast, jamais installé sur mon téléphone, juste inscrit mes podcasts dessus. Et puis effectivement, j'ai vu passer des infos comme quoi c'était vraiment dédié au référencement et c'est pour ça qu'il était intéressant de l'utiliser. Et je savais pas qu'il était aussi il permettait d'être trouvé sur d'autres plateformes et qu'ils allaient chercher sur lui, donc c'est encore plus intéressant de l'utiliser. Mais c'est pas moi le spécialiste là sur Google Podcast, donc je suis tout oui de ce que vous allez partager. Et en tout cas, je l'utilise parce que je sais qu'il y a une importance pour le référencement, comme on en parlait, quoi. Ouais, c'est clair que ça, je pense que c'est l'atout principal de Google Podcast. Alors après, c'est vrai que quand on lance un sujet comme Google Podcast, autant Apple Podcast, on avait 1000 choses à dire. Là, sur Google et sur Google Podcast, j'ai pas l'impression qu'on soit tous véritablement de grands Oui. utilisateurs. Alors, j'ai peut-être une mini idée. Quand tu vois dans les stats par rapport à la conversation qu'on a eue la semaine dernière, la prépondérance d'Apple Podcast dans l'écoute des podcasts, je ne sais pas si de votre côté, c'est ce que vous constatez aussi. De fait, il semble que, pour une raison que j'analyse pas particulièrement, une grande quantité de consommateurs de podcasts soient aussi des utilisateurs d'iOS. Donc déjà, si on a des statistiques qui sont entre 45 et 55% d'auditeurs qui utilisent Apple Podcast, c'est qu'a priori, ils ne sont pas super à l'aise, ou en tout cas des grands utilisateurs d'Android ou de l'écosystème Google, comme on dit. Donc après, il reste quand même 50% d'auditeurs qui se répartissent souvent dans mes stats, toujours, donc je parle vraiment d'être dans un microcosme, à vous de voir si ça correspond aussi à vos utilisateurs, qui se répartissent entre Spotify et Deezer, un peu plus Amazon Music de plus en plus, et parmi ces trois plateformes utilisées, il y a aussi des utilisateurs iOS. Donc je dis pas que tous les auditeurs de podcast aujourd'hui sont des gens qui sont plutôt iPhone friendly, mais si on cumule les auditeurs Apple Podcast plus ceux qui auraient un iPhone chez les auditeurs Deezer, Spotify et Amazon, ça fait quand même pas mal de monde. Donc de fait, on a moins d'utilisateurs Google. Ensuite, Google, on sait comment ils fonctionnent. Il y a des domaines où ils veulent être parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être. On l'a vu à l'époque de l'avènement de Facebook. Ils ont dit, nous aussi, on va se mettre sur les réseaux sociaux, on va lancer Google+, et ils sont ramassés. Sur le podcast, aujourd'hui, ils ne cherchent pas vraiment à être un acteur majeur. Ils cherchent à se positionner parce qu'ils sentent mieux que tout le monde quelles sont les tendances du web, du digital ou du web. Ils ne peuvent absolument pas se permettre de passer à côté, mais pour le moment,
en tant que Google, ils ont le cul entre deux chaises, comme ils peuvent l'avoir sur d'autres domaines. Ça veut dire que ils peuvent pas être partie prenante, ils peuvent pas être jugés partie. Ils peuvent pas à la fois référencer en donnant l'impression que tout le monde est égal, peut-être à un moment donné faire une offre payante pour que ton podcast soit mieux vu, et en même temps être hyper impliqué dans l'éditorial. Donc je pense qu'ils sont un petit peu ennuyés, et pour le moment, quand tu utilises leur plateforme pour t'inscrire, ça ressemble plutôt à un système de référencement que réellement une plateforme. Et d'ailleurs, leur éditorial est très classique. Il ressemble même beaucoup à Apple. Tu as de nouveau les grosses têtes et Europe 1 en tête, à peu près le même top. Tu sens qu'on en a parlé la semaine dernière au niveau de l'éditorial. Je trouve que Google ne te donne pas du tout l'impression d'avoir une équipe d'éditorialistes, enfin de gens qui travaillent à faire de la recherche, à mettre en avant certains podcasts natifs, enfin en tout cas pour le moment, ça ne donne pas cette impression-là, et c'est pour ça que finalement on n'est pas tellement amené à l'utiliser, parce que on n'a pas forcément le réflexe d'installer les applications Google, soit parce que tu as iOS et donc tu le fais pas forcément de manière machinale, soit parce que tu as Android et c'est tellement intégré à Android que tu te rends même pas compte en fait que tu utilises une plateforme quand tu utilises quelque chose sur certains terminaux, et encore, n'ayant pas de Samsung ou autres terminaux Android, je parle sous le contrôle de ceux qui sont habitués, mais on sait que les outils Google, souvent dans Android, sont hyper intégrés. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se positionnent différemment, et même encore une fois chez les hébergeurs. Donc moi, mes podcasts sont chez Ocha, AudioMeans et Podcastix. Donc on est quand même sur le trio. Tu prends les trois, toi. Ouais. Bah oui, sinon je peux pas savoir. Ah non, mais c'est ce que j'ai fait aussi. J'en ai sur les 4 plateformes. Il y a AudioMeans, Ocha, Acast et il y a que Acast et Podcastix. Où je suis pas allé encore. On voit bien que la manière de traiter Google est différente. C'est-à-dire que pour ceux qui automatisent, l'automatisation sur Google est beaucoup plus longue, et pour ceux comme AudioMeans qui te demandent de le faire à la main, le process manuel de s'inscrire chez Google est complètement différent. Donc on voit que même eux, au niveau du traitement, ils donnent l'impression quand même d'être beaucoup moins construits, d'être beaucoup moins impliqués que ceux qui lancent des plateformes complètement natives. Et je rapproche ça d'une manière différente, parce que c'est un peu plus sexy chez eux, mais de la manière dont Amazon se réveille très tardivement sur leur plateforme de streaming audio, avec Amazon Music, où ils ont investi dans des podcasts comme les 28 jours sans sucre de Penelope Buff, etc., où ils ont investi sur du podcast natif qu'ils ont financé pour pouvoir exister et pour pouvoir avoir de l'exclu relative, et dire chez nous il y a du podcast, et il y a même du podcast qu'on finance, un peu comme ils font avec Amazon Prime. Donc on voit que les gros du marché, les fameux GAFA ou quoi, ils ont beaucoup traîné sur le podcast. Oui, et puis ils font pas d'efforts. Enfin, tu disais Google Podcast. Ouais, ils sont en tâche de fond dans Android. Est-ce que ça veut dire aussi que les gens ne savent même pas qu'il y a Google Podcast sur leur téléphone, et qu'ils le lancent pas parce qu'il existe vachement d'autres applications de podcast. Ils sont en tâche de fond, comme quand ils te proposent. Encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais dans l'écosystème Google, t'as tout leur système de Word, de Sheets, enfin de feuilles de Excel, etc. On sait que ça existe, mais on peut pas dire qu'ils soient dans une propagande, dans une pub. Enfin, ils font pas une pub de dingue sur leurs outils. Non, par contre, ça marche sacrément bien. Ouais. Ils ont Picasa ou un truc qui s'appelle plus ou moins comme ça pour gérer les photos et faire un peu de graphisme ou de retouche un peu d'image. On sait que ça existe, ça marche plus ou moins bien, mais ils font pas une promo de dingue pour concurrencer Canva ou Photoshop ou quoi que ce soit. Donc ils sont sur tous les outils utilisés aujourd'hui par le grand public, et qu'on trouve de base sur un Apple, sur un Windows, parce qu'ils peuvent pas ne pas y être. Mais on sent que sur ces outils-là, ils sont soit en embuscade, soit pour un moment où ils feront autre chose, soit présents pour pouvoir éventuellement être d'attaque, c'est une forme d'embuscade, ou en tout cas être présent pour pas décevoir leur utilisateur qui serait anti-Apple ou anti-autre chose, ou anti-Office, mais ils peuvent pas non plus occuper tous les terrains et faire de la pub sur tous les terrains, et surtout ils peuvent pas tout le temps être dans l'auto-promotion de leurs outils, puisque Google vit aussi et surtout de la promotion des outils des autres.
Donc, ils peuvent pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que Ils ont une espèce de présence sourde, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, Exactement. ils sont un peu partout. En plus, ils le font bien en général. C'est-à-dire que les outils qui déploient, et notamment les outils, comme tu disais, les Google Docs, Google Sheet, tous ces outils-là, et il y a une pléthore de différentes applications qu'on peut utiliser et moi là, j'ai découvert encore des nouvelles petites applications à l'intérieur de Google Drive que je connaissais pas. On peut même installer des plugins, on peut installer Audacity directement en plugin sur Google Drive. Donc c'est vrai qu'ils sont là en tâche de fond et ils ne font pas de promotion énorme de leurs outils. Et puis ils en ont tellement que ça serait très compliqué aussi. Ouais, Hein. sauf que ça reste, Philippe, des outils qui sont quand même extrêmement minimalistes. Alors, on ne peut pas leur enlever l'aspect très pratico-pratique, c'est sûr. Mais on a vite fait le tour. Hein. Tu parlais d'Audacity, on a vite fait le tour d'Audacity. Non, mais Audacity, c'est pas Google. Ce que je veux D'accord, dire, mais c'est que toute la suite Google est pratique, elle n'est pas forcément sexy visuellement parlant. Mais plus intuitif qu'Excel en tout cas hein, pour Google ouais, Sheet. Hein. Oh là là. Ouais, mais moi vraiment j'ai bien aimé cette réflexion qui consiste à dire que grosso modo, si je résume, les utilisateurs d'Apple sont plutôt, on va dire, des gens curieux qui feraient preuve d'une relative innovation, qui seraient plus sur Twitter ou LinkedIn, alors que les utilisateurs sous Windows et Android seraient peut-être, allez, je prends le risque, moins impliqués, un peu comme des wagons de queue, des suiveurs. Ils seraient davantage sur TikTok et sur Facebook, qui donc écouteraient moins de podcasts en volume. Je ne sais pas s'il y a d'études qui le disent, mais le cas que l'on a souligné il y a quelques secondes est vraiment super intéressant. Il peut être très révélateur. Au doigt mouillé, c'est vrai. Les gens qui autour de moi écoutent du podcast le font en très grosse majorité, c'est l'écrasante majorité sous iOS. Très peu sont sous Android et vont chercher directement sur Google Podcast un contenu audio. Moi, j'aime bien le comparatif avec, comment dirais-je, feu Google+. Voilà, ah oui, oui c'est vrai qu'ils ont arrêté ça du jour au lendemain. Ouais, et Google a toujours surpris ses utilisateurs en annonçant parfois du jour au lendemain la fin d'outils. Alors je ne veux pas tirer sur l'ambulance, hein, je ne veux pas présager de l'avenir de Google Podcast, mais très honnêtement, c'est vrai que pour répondre plus exactement à ce que Philippe disait tout à l'heure, en s'offusquant un peu, en disant voilà le sujet, quand on l'accroche sur Google Podcast, fonctionne moins bien, ou en tous les cas passionne moins bien les foules qu'Apple Podcast. Ouais, force est de constater que les gens qui sont sur Apple, quand même, sont des gens qui font preuve d'innovation. Les gars sont plutôt curieux. Alors, je ne parle pas d'intelligence, ça ne m'amenait pas sur ce sujet-là, sur ce thème-là. Mais grosso modo, c'est vrai que le profil d'un gars qui est sous iOS, il est davantage curieux. Voilà, il est dans la création, alors que sous Windows et Android, c'est peut-être pas tout à fait le cas, ce qui explique ce déséquilibre-là. Ouais, probablement, sans caricaturer, ce manque d'intérêt. Mais je suis peut-être dans la caricature, Philippe, et je m'en excuse. Ouais. Mais ça explique peut-être ce déséquilibre. Alors il y a Fred qui dit, un autre Fred, hein, qui dit, non, enfin je sais pas comment il s'appelle parce qu'il s'est écrit en japonais ou en chinois. Il dit que tu frottes du micro. Non, c'est pas qu'il frotte du micro, c'est qu'il a un petit problème dans son casque en fait. Et tomber les écouteurs dans un. Voilà, c'est des écouteurs qui sont tombés dans alors peut-être dans je ne sais pas où, mais tombés dans l'eau. Il y a aussi, je voulais simplement réagir à des petits messages sur le chat de Clubhouse qui ont été envoyés par rapport au salon et aux dates des salons du salon du Paris Radio Show. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez y aller. Je vous invite aussi à vous inscrire si vous avez un projet de podcast ou si vous avez votre podcast, vous pouvez participer au Meetup, c'est gratuit. Vous allez dans la partie visiter et vous avez plein de Meetup auxquels vous pouvez participer en tant que podcasteur, en tant que média, en tant que producteur ou en tant que prestataire aussi de services. Et on entend un professionnel, et parce que je vous dis ça parce que j'ai eu des appels cette semaine qui me demandaient, oui, voilà, j'ai un projet de podcast, je suis pas une professionnelle. Bah si,
Si vous avez un projet de podcast, c'est comme quelqu'un qui est, bénévole dans une association de radio. Il est, pour nous, considéré comme un professionnel. Dans la mesure où vous vous intéressez à ce secteur d'activité et que vous avez un projet dans ce secteur, ce qu'on ne veut pas simplement au Paris Radio Show, c'est que tous les badauds viennent parce qu'ils veulent serrer la pince à Coé ou à Manu Lévy, quoi. Mais si vous avez un projet, vous êtes bien entendu, les bienvenus au Paris Radio Show. C'est le 2 et 3 juin à la scène musicale, et je vois qu'il y a plein de gens qui ne nous suivent pas, qui sont dans la room. N'hésitez pas à cliquer sur nos profils, à Philippe, Frédéric, Raphaël, enfin tous ceux qui sont dans la room et même les autres qui sont dans la room, pour cliquer sur follow pour nous suivre et être alerté des prochaines rooms, et surtout de vous abonner au club, lepod.club, en cliquant juste au-dessus du titre, la 88 podcast trucs et astuces. Vous cliquez sur la petite maison verte et vous adhérez au club pour être aussi alerté. Et j'ai bien noté aussi que il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément être alertées quand elles reçoivent des alertes. Donc c'est pas facile de ne pas envoyer des petits messages pour venir nous entendre sur la room. Et puis il y avait aussi la scène musicale Best Place Ever. J'adore cet endroit. C'est un très très beau lieu. Ça sera la première fois que l'on organise ce Paris Radio Show, où il va y avoir des conférences sur le podcast, et vous pouvez aller voir le programme. Il y a il y a 11 sessions, 11 conférences gratuites pour les podcasteurs, et vous verrez sur le programme tout le détail on va parler de comment augmenter son audience, comment utiliser les NFT pour le podcast. Donc on va essayer de faire un 360 sur le podcast, et puis vous avez des exposants qui seront là et qui proposent pas mal de choses assez innovantes et intéressantes pour les podcasteurs et pour les professionnels de la radio et de l'audio digital. Zuber, tu voulais réagir ? Je voulais réagir sur deux choses. Il y a les festivals de podcast. Je me suis inscrit cette semaine à un festival qui n'est pas encore fini, où vous êtes en partenariat. Ouais, le printemps du podcast, ouais. Il y a le printemps du podcast qui se passe maintenant, là, cette semaine. Et il y a aussi le Entendez voir, le podcast à Strasbourg. Oui, Entendez voir, tout à fait, à Strasbourg, exactement, voilà. qui a lieu maintenant. Et puis, il y a quelque chose qui arrive dans pas longtemps, et on va vous en parler dans jeudi. Vous savez, on a lancé une newsletter avec Podcast Magazine. Donc je recadre pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Le pod, vous allez sur lepod.fr, c'est un site d'actu où vous consultez des actus tous les jours sur les podcasts qui sortent, et sans véritable énorme curation. Ensuite, vous avez le Pod Magazine, qui est notre petit magazine A6, où là on a une vraie curation de podcasts avec des rédacteurs qui sélectionnent les meilleurs podcasts pour vous, et il y en a une centaine par magazine, et c'est des petits magazines que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site lepod.fr. Vous les voyez, il y a les jaquettes en haut, vous cliquez sur la jaquette et vous accédez au PDF avec tous les podcasts à pouvoir écouter et cliquables. Et donc ce petit magazine va devenir grand. Il va s'appeler maintenant Podcast Magazine, et si tout se passe bien, et si notre prévente qui va démarrer dans quelques semaines, puisqu'on lance un Kiss Kiss Bank Bank à la fin du mois, fonctionne bien, on aura la chance de pouvoir, on l'espère, trouver Podcast Magazine en kiosque. Et ça dépend bien sûr de vous tous, de tous ceux qui vont nous aider à essayer de promouvoir ce Kiss Kiss Bank Bank, parce qu'on est un média indépendant et qu'on a besoin de soutien pour pouvoir se lancer. Vous savez, il y a une énorme pénurie de papier, il y a 50% d'augmentation du papier pour lancer un magazine. Donc c'est très compliqué de se lancer dans cette aventure. On a une quarantaine maintenant de rédacteurs dans Podcast Magazine. Si vous sentez l'âme d'un rédacteur pour nous partager un peu votre vision de l'audio dans votre vie, puisque c'est vraiment le concept de Podcast Magazine, allez sur podcastmagazine.fr. Vous pouvez faire partie de familles, en fait. On a appelé ça les haut-parleurs, on a appelé ça les écouteurs, et puis les cerveaux. Selon qui vous êtes, si vous êtes un auditeur ou une auditrice, si vous êtes un podcasteur ou une podcastrice, ou si vous êtes un journaliste et que vous avez envie de participer à l'aventure avec nous dans l'équipe de rédaction, vous allez sur podcastmagazine.fr.
podcastmagazine.fr et vous pouvez vous inscrire et recevoir la Wani, qui est la newsletter hebdomadaire et dans laquelle on va vous offrir, pour ceux qui font partie après de la communauté de Podcast Magazine. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment Londres, mais il y a et c'est pour ça que j'en viens là, Zuber. C'était pas parce que je voulais faire de la promo pour Podcast Magazine, c'est simplement parce que vous avez peut-être entendu parler du Podcast Show. Le Podcast Show, c'est pas le Podcast Show qui a eu lieu justement à Ground Control il y a pas longtemps, parce que Ground Control ils ont appelé ça Podcast Show, mais c'est pas celui-là dont je parle. Je parle du Podcast Show London, thepodcastshowlondon.com. Je vais vous afficher le lien pour ceux qui ne connaissent pas ce salon qui est nouveau. C'est la première édition. Donc c'est à l'anglaise, vous avez bien entendu. Podcast show tout accroché, si je ne me trompe.com. Je vais vous l'afficher pour voir si ça fonctionne bien. Et en fait, on vous fait gagner. C'est même pas qu'on vous fait gagner, c'est si certains veulent aller avoir une place pour entrer à ce show le 25 ou le 26 mai. Bien vous nous le dites, enfin vous me le dites, et je vous ferai entrer avec plaisir, puisque nous sommes partenaires, pas avec Podcast Magazine, mais avec une autre publication, et on a des entrées le 25 ou le 26, donc ceux qui sont disponibles et qui sont à Londres et qui veulent venir au Podcast Show 2022, c'est du lourd, hein, le Podcast Show 2022, c'est le premier gros salon podcast en Europe qui se lance. Vous savez que aux États-Unis, il y a des salons qui durent 7, 8, 9 jours qui s'appellent Podcast Movement. C'est une énorme révolution, le podcast aux États-Unis. Et là, c'est en train d'arriver en Europe et notamment en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre ? Tout simplement parce que les podcasts en anglais sont bien plus nombreux que les podcasts en français encore, même si je peux vous dire qu'on en reçoit tous les jours des nouveaux podcasts et que c'est un peu inquiétant d'ailleurs, on se dit mais comment est-ce que les gens vont arriver à écouter tout ça ? On en revient à notre sujet de Google Podcast. Est-ce qu'il y a des gens dans la room ici, parce qu'on est beaucoup quand même, donc qui par exemple n'utilisent pas du tout Apple Podcast et utilisent que Google Podcast ou utilisent d'une certaine manière Google Podcast en tant que podcasteur et qui peuvent venir témoigner ou nous donner un peu votre avis sur cette plateforme Google Podcast, parce qu'on est là pour ça, pour essayer de partager nos expertises. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être jamais parlé, qui n'ont peut-être jamais levé la main pour monter sur la stage, mais c'est vraiment le concept de Clubhouse, donc on vous invite à venir, sauf si, encore une fois, si vous avez un sandwich dans la bouche, mais on vous invite il nous reste 15 petites minutes à partager ensemble. Donc si vous avez des choses à partager, des trucs à nous donner sur l'utilisation de Google Podcast, eh bien n'hésitez pas à monter maintenant ou jamais. Voilà. Zuber. Si je me permets, n'oublions pas que ces plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast sont liées à leur assistant personnel. Alors, enceintes d'assistant personnel. Ah oui, ça, on n'en a pas parlé aussi. Le côté enceinte connectée d'Alexa. Voilà, et Alexa ou Google, quand vous dites lancer la musique ou lancer la radio, va automatiquement chercher sur Google Podcast. Ça, c'est intéressant, Doubert. La data. Et ça, vous savez, on va en parler d'ailleurs, et Raphaël, je vois que Raphaël applaudit, la data, on a une conférence sur la data au Paris Radio Show qui va être super intéressante. On a une personne, je ne sais pas si vous connaissez cette boîte qui s'appelle Voxalize, VOX A-L-Y-Z-E, c'est un Français qui le dirige, mais depuis l'Allemagne. Je pense qu'il est à Berlin. Et il sera là pour nous parler des datas. Vous savez que les datas, c'est super important. C'est-à-dire, quand vous faites votre podcast et que vous commencez à le configurer, on parle à chaque fois de nos plateformes d'hébergement Cocorico, Podcastix, Ocha et AudioMeans. Et ensuite, vous avez bien sûr Acast et les autres plateformes que vous pouvez utiliser. Quoi qu'il en soit, sur chaque plateforme, il est super important de faire attention à tous les tags
que vous mettrez, de faire attention aux titres. Alors ça, Frédéric, il est bien au courant, puisqu'on fait très attention, nous, à nos titres dans les articles, et tout le monde sait que quand on publie un article dans un blog ou un post, il faut faire attention à ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, et les mots-clés qu'on va utiliser dans le titre, dans le chapeau et aussi dans l'article. Sauf que là, on ne se rend pas compte à quel point dans la description du podcast et dans les tags utilisés, vous allez derrière générer un certain nombre de métadonnées qui vont permettre à Google et derrière donc aux enceintes connectées Alexa ou pour la partie Apple Podcast, si vous le faites bien, et bien sur la partie aussi de toutes les enceintes connectées de chez Apple, d'être bien référencé, d'être trouvé. Et on sait que, je ne sais pas si on a essayé d'ailleurs, je n'ai pas essayé récemment, Frédéric, sur Opidum, si on arrive à trouver Opidum le podcast sur Alexa ou sur Apple. Non, mais ça va changer, étant donné que, par exemple, Radio Player, ce matin, qui est une petite application qui vous permet d'écouter, pour l'instant, 230 radios. Oui, les acteurs de la radio, ouais. Podcasts vont intégrer une sorte de bouton unique dans l'habitacle de la voiture. Ça aussi, c'est intéressant parce que grâce à ce bouton unique, ce sera une sorte d'entonnoir, une voie d'accès à l'ensemble des radios, des podcasts, des flux, etc. Et je ne veux pas lire dans le mar de café, mais je pense que dans quelques mois, cette problématique-là devrait être résolue, que l'on soit sur un produit Apple ou sur Amazon Alexa. Mais il est très difficile aujourd'hui sur Amazon Alexa, par exemple, d'écouter un podcast particulier ou un flux particulier. C'est pas gagné. Mais avec les boutons uniques, je pense que tout ça devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains mois. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de podcasts donc, qui passent sous les radars. Ouais. J'aimerais juste mettre entre guillemets quelque chose en plus. Avant, c'était très difficile. Maintenant, ils ont chacun ouvert leur kit de développement pour pouvoir développer ça. Ouais, d'accord. On peut programmer et créer ce bouton unique ou cette empreinte vocale unique qui permettra d'amener directement sur votre podcast. D'accord. Alors, je vois que dans le chat, je vois que Christophe a partagé des stats, des chiffres que je vais vous mettre, que je veux vous pinguer tout de suite. Et il y a Jess qui dit qu'elle a essayé cette semaine Ocha et qu'elle est moins fan de l'interface. Après, c'est vrai que voilà, on est tous... tout hébergeur a des avantages et des inconvénients. Et on peut être plus ou moins fan d'une... Alors voilà, thepodcasthost.co, les statistiques et industry trends, average listener numbers, etc. Donc si vous voulez aller voir ce petit lien que nous partage Christophe Roméi sur le chat, eh bien on va nous aller regarder ça aussi parce que toutes les infos que vous nous donnez sont toujours importante. Et Spotify 26% number one. Bah oui, Spotify number one en termes de plateforme. Après, c'est vrai on le disait, hein, il y a pléthore de plateformes. Donc Google Podcast aujourd'hui, voilà, on fait partie des plateformes sur lesquelles il est important d'être, mais c'est pas non plus primordial. Et on se rend compte aussi, et on le voit aussi par les stations de radio qui maintenant commencent à s'enlever de certaines plateformes. Alors on avait déjà entendu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont suivi l'actualité du podcast, mais il y avait eu des soucis avec les flux RSS, que les radios qui font du podcast de replay, vous savez, ont des émissions enregistrées, référencées sur des agrégateurs, et donc les agrégateurs utilisaient le contenu des radios, et donc ça posait un problème juridique. Donc maintenant, en fait, il y a de plus en plus d'acteurs et même des podcasteurs indépendants qui se disent « je ne veux plus être sur Google Podcast » ou « je ne veux plus être sur Apple » et qui préfèrent choisir d'être uniquement sur une plateforme et pas sur une autre. Et c'est vrai que est-ce que d'avoir le choix ne limite pas aussi certains à se dire « oh là là, je ne sais pas où aller ». Alors moi, honnêtement, moi ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que quand je vais vous savez, vous avez ces espèces de short links là où vous avez toutes les plateformes sur lesquelles un podcast est. Déjà, quand je vois qu'il y a un podcast qui est sur toutes les plateformes, je sais pas sur laquelle cliquer. Et je sais que Spotify, je ne sais pas s'il faut un compte ou pas, et j'en ai pas. Deezer, c'est pareil. Ensuite, donc en général, et ça c'est ce que je fais le plus simple, je clique sur Google Podcast. Pourquoi ? Parce que dans ma tête,
il y a le référencement sur le moteur de recherche Google et que je sais que si je clique, je vais pouvoir écouter sans avoir ni de pop-up d'inscription de newsletter de trucs, mais je vais avoir accès immédiatement au podcast. Alors bien sûr, on peut aller sur la page de l'hébergeur, mais des fois vous tombez pas sur la page de l'hébergeur, vous tombez sur cette page qu'ils appellent de short link où vous avez simplement les logos de toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Le short link. Alors, moi, je fais partie des gens qui mettent toutes les plateformes sur le short link. Pourquoi ? Le smart link, il appelle. Le smart link. Pourquoi ? Parce que quand je le partage sur LinkedIn ou sur Insta, je ne sais pas ce que mon utilisateur a entre les mains, comme terminal ou comme ordinateur. Donc, je peux pas mettre, quand je vois, j'ai un de mes podcasts, c'est des entretiens avec des influenceurs et des créateurs de contenu. Généralement, quand elles en font la promotion, elles mettent le lien vers la plateforme qu'elles utilisent. J'avoue que quand elles partagent le podcast avec le lien Spotify, je tique un petit peu parce que je me dis si la personne qui est en face n'a pas encore installé Spotify ou autre, ça lui ajoute une contrainte pour l'écouter. Donc le Smart Link, il a quand même un avantage, c'est que normalement, dans le process, il y a peu de chances que ce Smart Link apparaisse par hasard sur l'écran de l'utilisateur. S'il apparaît, c'est qu'il a compris qu'il y a un podcast derrière et que l'idée de podcast lui parle un petit peu. Et donc, a priori, il va trouver la plateforme où l'écouter. Donc, je trouve que c'est plutôt fonctionnel. Je pense que Zuber est vraiment, bravo à lui, parce que je me suis dit, mince, j'ai négligé ça, a vraiment raison avec les assistants personnels, les Alexa et tout ce genre de choses, parce que Google est en train de faire une percée très importante avec ils ont à chaque Noël, ils ont le petit écran qui rentre dans les domiciles et la toute petite Google Home qui est à 29 €, je crois, ou 39 €. C'est des prix qui sont dérisoires et ça leur permet d'en vendre des millions. Et c'est le prix des récepteurs de radio, quoi. Ils rentrent dans les maisons beaucoup plus que Apple. Et c'est pour ça qu'Apple, et moi je suis un peu comme Frédéric, je suis plutôt un consommateur Apple, mais leur Apple enceinte Siri, qu'ils avaient fait la grosse, à 390, la HomePod, 400 et quelques, le Google, l'Apple, ils l'ont abandonné, en tout cas, ils n'en font plus la promotion au profit de la toute petite à 99. C'est pas pour faire le marchand de tapis de parler d'argent, mais ça veut dire encore une fois qu'on sent que ces assistants, il y a un marché, en tout cas ils sont en train de se battre un marché en réduisant les prix pour donner des habitudes, parce que comme tu dis, l'avantage pour Apple et Google de ces assistants, c'est d'abord de donner accès à du contenu digital à des gens qui n'ont pas un écran entre les mains, et oui, il en reste, des personnes âgées, comme disait Zuber, peut-être des personnes avec un certain handicap ou quoi, etc., etc. Et ensuite, ils récoltent de la data à tour de bras. Et c'est pas du tout un discours paranoïaque de ils nous écoutent ou quoi. C'est juste qu'ils analysent les demandes des gens, comment c'est formulé, et ça leur permet de faire travailler l'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, moi, je ne vais pas parler de ma vie, j'ai des parents âgés, dont un père qui ne peut pas vraiment bouger. Il utilise ce genre d'assistant et il écoute ce que je fais uniquement en demandant vocalement, par des commandes vocales, à un assistant qui est Google pour le coup. Donc c'est vrai. Ouais, toi c'est Google, c'est ça. Parce que moi, en fait, j'ai essayé avec Alexa, pareil, c'est avec ma mère. Et je pense que dans la room c'est pareil. À mon avis, vous êtes tous à peut-être avoir offert une enceinte connectée à votre mère ou à votre père. Ouais, c'est pareil. J'ai fait ça avec ma mère. Et en fait, elle a Alexa dans son enceinte et elle a la HomePod mini. Et j'avoue que elle écoute les grosses têtes sur RTL, donc tu vois, c'est pas non plus très très compliqué, et elle aime bien écouter des musiques, et là étant donné qu'on a un abonnement avec Apple, je lui ai mis la HomePod mini pour qu'elle puisse écouter n'importe quelle musique simplement en parlant, et là elle écoute des trucs de Gilbert Bécaud qu'elle avait jamais entendu. Elle est comme une folle. Même. Mon père il fatigue toute la famille. Gilbert Bécaud aussi. Ah ben voilà. Bon, donc c'est assez oui, et là on est, par contre je trouve qu'il y a encore une difficulté dans la découvrabilité des podcasts avec la voix, et je pense que les datas vont être primordiaux, et c'est là où se bat Radio Player aussi sur les datas. Mais attention, Radio Player c'est quand même des acteurs de la radio qui défendent l'industrie de la radio, et il y a très peu il y a pas de podcast natif dans les. Ce qui se passe pour les plateformes, sans te couper, parce que la complexité, moi je la vois parce que
pour moi, c'est très évident et je découvre avec mes parents à quel point un Spotify, par exemple, est très complexe pour des gens qui ne sont pas connectés tout le temps. C'est-à-dire que la notion de taper un mot-clé qui va t'amener un artiste, mais aussi des titres de l'artiste, mais aussi l'album de l'artiste. Et quand tu rentres dans l'artiste, tu as d'abord les playlists avec des noms qui peuvent donner envie de cliquer. En dessous, tu as les titres, puis après, tu as les albums. Bref, tu as un nombre de petites flèches cachées pour revenir, etc. Moi, ça me paraît évident. Je vois avec des personnes qui sont moins habiles, c'est pas du tout évident. Et la problématique de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les podcasts, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming audio, de par leur succès, se sont dit que naturellement, c'était les meilleurs acteurs, les meilleures plateformes pour proposer du podcast. Et c'est pas pour rien. Alors c'est vrai que ça donne l'impression avec Frédéric qu'on est des Apple obsessionnels, mais moi je trouve ça intéressant d'observer ce qu'ils ont fait. Que Apple est sorti de sa plateforme de streaming audio, le podcast, en lui proposant une application dédiée, c'est pas idiot. Et ça, à mon avis, ça veut dire quelque chose, je ne sais pas quoi pour le moment, il faudrait l'analyser, mais en tout cas, au sein des développeurs, ça a sûrement voulu dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes un titre, quand tu demandes à écouter un artiste sur une enceinte connectée, moi j'ai relié ça à un Spotify, il va privilégier la playlist. Et il va pas te faire de la recommandation comme on peut voir en visu. Moi aujourd'hui, les gens qui écoutent Prince sur Spotify, j'ai la chance d'avoir mon podcast qui va leur être recommandé puisque Violet est consacré à cet artiste. Donc c'est génial. Mais pour quelqu'un qui va écouter ça sur son enceinte connectée, il va jamais avoir la recommandation. Vu la quantité de podcasts qui est envoyée chaque jour dans le monde et puis de plus en plus en France, de toute façon, à un moment donné, la cohabitation musique et podcast va nécessairement amener des réflexions, je pense, sur les plateformes de streaming, parce que ça fait énormément de données et il faut arriver à hiérarchiser tout ça. C'est pour ça que peut-être que Google, en ne s'étant pas vraiment finalement positionné sur la plateforme de musique, le Google Audio à la façon de Spotify, Deezer, c'est pas quelque chose de très... Voilà, enfin, je sais même pas s'il y en a un. Mais en se positionnant comme une entité autonome, je pense que c'est un bon calcul. Je pense qu'ils sont pas pressés parce que Google, en fait, est concurrent avec personne. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, mais de toute façon, ça continue d'être eux qui organisent à peu près, on peut être contre, mais c'est à peu près eux qui organisent l'indexation du web pour le moment. Et donc, je crois que le fait d'être sur quelque chose d'autonome fait qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pas, mais qu'on l'utilise probablement de manière indirecte par les enceintes connectées et par les agrégateurs. Donc, au final, il est peut-être plus important qu'on ne le pense. Oui, Philippe, deux mots sur la question qui a été posée précédemment. Faut-il être sur toutes les plateformes ou faut-il faire des choix? Bon, selon moi, je l'ai déjà dit ici dans cette room à plusieurs reprises, la réponse est oui, parce que c'est mathématique et arithmétique. Vous maximisez ainsi vos chances d'être écouté par un maximum de gens, tout simplement parce que vous maximisez les endroits où vous déposez vos podcasts. Hein. C'est 1 plus 1, enfin, c'est très binaire comme réflexion, mais ça match la plupart du temps. Ensuite, dans un second temps, par exemple, rien ne vous empêche d'affiner vos territoires de dépôt, si j'ose dire, c'est-à-dire les endroits où vous déposez vos podcasts. Allez, soyons sérieux, 10 secondes, les gars. Qui fait des choix, ou plutôt devrais-je dire, qui peut se permettre aujourd'hui de faire des choix? Ceux qui peuvent le faire, hein, c'est qui? C'est la BBC, c'est Radio France, c'est certaines personnalités qui vont choisir précisément là où ils vont ou elles vont déposer leur podcast. Donc c'est pas n'importe qui, hein, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est pas le kidam ou le monsieur tout le monde du podcast qui peut, par péché d'orgueil ou par prétention, blacklister telle ou telle plateforme. Non, si vous voulez faire de l'audience, occupez tous les territoires. Si vous voulez faire connaître un produit, un service ou même votre podcast, il faut occuper tous les réseaux sociaux. Ensuite, dans un second temps, vous pouvez affiner. Et puis la seconde interrogation qui avait été posée, c'était sur la complexité. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire et en fonction des générations. Les boomers, c'est vraiment le dernier carré. Au-delà du boomer,
c'est compliqué. Au-delà du boomer, c'est 65-70 ans, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'utilisation. Alors, pas certain que les grands acteurs fassent dans les mois ou dans les années qui viennent des efforts pour créer une sorte de facilité, d'expérience d'utilisateur pour ces gens qui ont aujourd'hui plus de 60, plus de 65 ans, surtout pour les plus de 60 ans, on va dire grosso modo, doigt mouillé. Ils partent du principe que ce sont eux qui doivent faire des efforts, pas donc les entreprises. Pourquoi ? Parce que les nouvelles générations maîtrisent déjà les outils. C'est-à-dire les nouvelles générations, les gens qui ont 10, 12 ans, 20, 22 ans, 30, 32 ans, ils maîtrisent déjà ces outils-là. Et le marché, il va se concentrer sur ces générations-là parce que il est là et parce qu'il sera d'autant plus là demain. Donc, c'est fort probablement sur ces générations qu'il faut aujourd'hui travailler, sauf bien entendu à opter pour une démarche altruiste qui consisterait à dire, voilà, nous on a une division dans notre entreprise qui travaille pour les personnes âgées de plus de 80 ans. Ce que je doute en Californie, je ne suis pas certain qu'on s'intéresse à ces gens-là, tout simplement parce que là aussi c'est mathématique pour ne pas dire économique, ils ne représentent que très très peu d'utilisation. Voilà. Moi, je réponds à ces deux questions. Un sur la problématique de présence sur les plateformes. Oui, partout, tout le temps, dès que vous pouvez, ça prend du temps, de l'énergie, mais bon, vous n'avez rien sans rien. Et sur la complexité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Malheureusement, les personnes âgées, il y a une fracture déjà numérique entre monde rural et monde urbain. Il y aura une fracture fort probablement dans les mois ou dans les années qui viennent qui sera beaucoup plus prononcée dans l'utilisation des outils. Et on le voit bien aujourd'hui pour les déclarations d'impôts, pour tout un tas de choses. Les gens qui habitent dans cette diagonale du vide ou en zone rurale sont confrontés à ce genre de problématiques, c'est évident. Ouais, c'est clair, et peut-être que les enceintes connectées peuvent, à un moment, comme le disait Raphaël, avec des enceintes à 29 € aussi démocratiser un accès à la culture, à la musique et à des contenus à valeur ajoutée que font les podcasteurs natifs. Zuber, pour terminer, puis il est 14h, donc on va... J'allais dire la même chose que ce que tu viens juste de dire. Non, il est 14h, tu veux qu'on arrête, quoi? Non. Ah bon, d'accord, excuse-moi, je crois que tu... que les enceintes allaient ouvrir ses portes. Oui, je pense que ça va être le mot de la fin, je pense, Zuber. C'est véritablement qu'on va... Et d'où l'importance, quand on fait un podcast, de faire très attention à ces datas, aux informations qu'on va mettre. Si on veut être trouvé, il faut obligatoirement que le mot-clé soit indiqué, soit dans les tags, soit dans votre description. Faites-y vraiment attention. Un bon titre aussi, surtout un bon visuel. C'est 50-60% de ce qui va déclencher... Le fait que l'on appuie sur le bouton lecture, mettez-vous à la place de l'auditeur. Qu'est-ce qui fait qu'un auditeur va écouter votre podcast ou pas ? C'est souvent le titre qui sert d'accroche principale, le visuel aussi qui invite l'auditeur à cliquer sur le bouton lecture ou à téléchargement. Bien entendu, les tags, il ne faut pas négliger non plus les 2-3 phrases qui servent de préambule pour présenter le podcast. Voilà, je pense qu'en 250 caractères, vous pouvez quand même vendre ce que vous faites. Et puis, dès qu'on a appuyé sur lecture, il faut que tout de suite, dans les 5-10 premières secondes, vous teniez la promesse. Ça, c'est vraiment important, quoi. Moi, quand je vois le nombre de podcasts aujourd'hui avec lesquels on est obligé de se fader 30, 40, 50 secondes, parfois plus d'une minute de générique sans qu'il y ait rien qui arrive, dans un monde où les journées ne font que 24 heures, et où chaque seconde compte, mais ça compte aussi sur finalement la durée d'écoute de votre podcast. Mais ça, Philippe, on aura certainement l'occasion d'en reparler, j'espère en tous les cas, parce que ça aussi, c'est des sujets passionnants. Ouais, je pense qu'on refera après le salon et à la rentrée de septembre, puisqu'on s'arrêtera quand même pendant quelques mois cet été. On partira sur des nouvelles thématiques. On va déjà faire le tour des réseaux sociaux, et la semaine prochaine, on est des plateformes. On va aller voir du côté de... 10h. Ouais, 10h ou 11h comme non mais il fallait que je la fasse avant c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Désolé c'est pas une plateforme que personnellement j'utilise. En plus, c'est une plateforme franco-française, me semble-t-il. Exactement, c'est une qui a fait une levée de fonds il y a quelques jours, me semble-t-il, ou qui est entrée à la bourse de Paris, je crois, me semble-t-il, a fait une cotation particulière. Donc là, je vais faire un appel aujourd'hui à des spécialistes de Deezer. Si vous vous sentez, parce que je vous avoue que moi, je ne suis pas non plus un spécialiste, donc on est là pour faire des rooms, mais on n'est pas là forcément pour des experts dans tout. Et loin de là, d'ailleurs, notre objectif que d'être des experts en tout. Si vous connaissez des personnes qui veulent co-hoster la semaine prochaine à 13h la room sur Deezer
pour nous apporter un peu l'expertise des podcasteurs de préférence, bien entendu, qui sont de gros utilisateurs de Deezer ou qui on va dire, ont une expertise sur Deezer. Eh bien, on est preneur. Donc, envoyez-nous vos coordonnées, un petit message par Clubhouse, un petit mail contact@lepod.fr ou vous nous rejoignez dans Podcast Magazine. Vous cliquez sur une des familles, vous rentrez dans la famille et puis vous pouvez aussi accéder à un réseau social. Allez, je vous mets un backlink. Vous savez, on appelle ça, le backlink, c'est un lien direct à notre communauté. Je vous la mets, je change l'URL pour vous envoyer directement le backlink. Voilà, cool.podcastmagazine.fr. Eh bien ce lien-là que vous avez juste au-dessus de nos têtes, c'est le lien pour accéder directement à la plateforme qui nous rassemble. On est plus d'une centaine déjà à être réunis sur cette plateforme de Cool. Et c'est là où on va bien entendu annoncer plein de choses, faire gagner les places pour le podcast show et puis nous contacter si vous désirez nous contacter. Il y a plein d'autres podcasteurs qui font partie de Podcast Magazine et de Cool, et notamment ceux qui rédigent, mais aussi ceux qu'on interviewe, comme Pénélope Boeuf qui nous a rejoint pas plus tard qu'hier dans Cool. Donc je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec Raphaël, Julien, Zuber, Frédéric et tous ceux qui sont dans la room et ceux qui nous écoutent aussi en replay, je le répète, et c'est c'est chaque semaine un peu plus de personnes qui écoutent nos rooms en replay, donc on est très heureux. Il y a plus de monde en replay qu'il y en a en direct. On n'est pas loin de ça, oui, tout à fait. On va vers ça, y compris d'ailleurs pour la radio, ce qui est complètement... Non, mais on écoute quand... en fait, on est vraiment dans une... je pense qu'on a changé un peu... Ces 2 années de pandémie, j'y croyais pas. Je pensais que ça allait pas changer profondément les choses. Toi, tu disais le contraire. Tu disais que ça allait profondément changer les choses. Je pense qu'on va continuer à se faire la bise, par contre. Mais il y a eu un changement de mentalité et il y a eu une manière de consommer qui était déjà quand même... on le sentait un peu arriver, mais là ça a vraiment accéléré les choses. Beaucoup plus vite que l'histoire l'aurait écrite en temps normal. Oui, voilà. Exactement. Et donc en effet, la dématérialisation des contenus et le fait de pouvoir consommer quand on veut, quand on le peut et quand on en a envie. Et derrière aussi, peut-être aller à l'encontre de ce que tu disais par rapport au podcast, c'est-à-dire que il y en a qui ont envie aussi de slow podcast, c'est-à-dire des podcasts qui prennent le temps, où on se pose pendant 1, 2, voire 3 heures pour écouter un podcast et ne rien faire d'autre, et justement retrouver cette sérénité qu'on oublie parfois dans nos vies de folie. Ouais, c'était la parole sage. C'est un sujet qu'on pourra aborder, le slow podcast ou ce qu'on appelle le slow audio. Ça aussi, c'est très très intéressant. Ouais, exactement. Et puis à retrouver dans Podcast Magazine plein d'articles. Là, il y en a un nouveau qu'on vient de confirmer, c'est le Podfade. Si vous avez un podcast et que vous ne savez pas ce qu'est le Podfade, eh bien vous le retrouverez dans Podcast Magazine, qui sera en pré-vente à la fin du mois. Et on vous invite tous à partager ça à 200 à l'heure et à venir nous aider, si vous le voulez, dans Cool, cette plateforme que je vous ai mis en petit lien. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous participez avec nous à l'adventure du lancement de Podcast Magazine. Merci Frédéric, merci Raphaël, Julien, merci bon appétit, non, parce que je pense que tout le monde a mangé. Allez, jingle, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, c'est les risques, alors faut pas mettre de tiret. sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus à monter sur stage pour... D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire.